Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine de prédilection, Synopsis et magazine de votre rédaction. La proposition de loi portant organisation et fonctionnement, organisation plutôt des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo va constituer l'ossature de cette émission. Sa portée, ses innovations, toutes ces questions plutôt seront abordées au cours de cette émission dont nous avons l'estime honneur de recevoir ce soir l'honorable Mayundo et Lomboté Victoire Lagrèce scolastique. Avec elle plutôt, nous allons aborder toute cette question. Bonsoir honorable. Bonsoir monsieur le journaliste. Honorable, dites-nous comment est constituée cette proposition de loi trop importante pour la vie d'une nation. C'est vrai que c'est une loi tellement importante. Cette proposition de loi, moi je me dis, toute la vie de la RDC est suspendue à cette proposition de loi. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une proposition de loi au fait qui vient plutôt réformer la loi qui existe. Et là-dedans, donc c'est une loi, c'est une proposition qui amène plusieurs innovations. Au total, il y a 18 innovations qui ont été proposées par les groupes des 13 députés qui ont travaillé là-dessus. Mais honorable, en fait, parmi ces innovations, est-ce que vous pouvez nous citer un certain nombre d'innovations importantes qui ont apporté quelque chose dans ces propositions de loi? Oui, il y a des innovations. Par exemple, je prends dans les systèmes même, les systèmes des élections, dans cette proposition, la proposition demande qu'on puisse par exemple aller vers les élections sur base de la majorité simple plutôt que dans la proportionnelle par exemple. Et ça c'est une proposition qui est importante parce que ces régimes-là d'élections peuvent faire qu'on puisse avoir plus de députés dans une circonscription plutôt que d'autres, peut aussi faire de sorte, ça peut avoir une influence sur la participation des nombres des partis politiques. Selon qu'on choisit la majorité simple ou plutôt on est dans la proportionnelle, on peut avoir plus de partis politiques, les plus petites et les plus grandes, alors que si nous sommes seulement dans la majorité simple, ça ne favorisera que les grandes formations politiques. Donc ça c'est, comme vous avez demandé, une innovation. Voilà, je donne celle-là, qui est parmi les innovations les plus importantes. Mais au cours de cette plénière où on examine la proposition de loi, la préoccupation de tous les députés se sont attelés sur notamment la problématique autour de la nature des suppléants. Comment interprétez-vous ces problèmes? Cette question-là est une question très très importante. La plupart des députés, effectivement, ont pensé que, ou ont continué à penser que les suppléants sont des personnes qui sont importantes, c'est vrai, mais pense que les suppléants ne font pas nécessairement corps avec les élus eux-mêmes. Ce qui peut faire que les suppléants peuvent à la limite chercher rapidement à remplacer les élus, parce que c'est un peu comme les suppléants sont comme les héritiers, et donc comme ça arrive parfois dans certains coins du pays, dans certaines provinces, il y a des pratiques qui font que les héritiers trouvent que ça traîne pour qu'ils puissent entrer en position de l'héritage. Alors je crois que les députés ont aussi l'impression que les suppléants sont aussi veulent rapidement les remplacer et siéger dans l'hémicycle, et donc ils veulent que les députés, les élus puissent quitter pour qu'ils prennent la place. Et donc ça amène une certaine insécurité chez certains députés. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il faudrait, si on voit l'innovation, la proposition qui est faite dans cette proposition de loi, qui demande qu'on ne puisse pas avoir comme suppléant les membres de la famille au premier et au deuxième degré, eh bien les députés pensent que ce n'est pas vraiment bien. Pour eux, ce qui les sécurise le plus, ce sont les personnes en qui ils ont confiance, notamment les membres de leur famille. Mais parmi les innovations, pensez-vous qu'en tant que député national, les processus électoraux en cours va apporter beaucoup plus de transparence par rapport à la manière dont vous examinez au niveau de l'Assemblée nationale, en seconde lecture au Sénat et puis promulguée par le chef de l'État? En tout cas, par les différentes innovations qui sont proposées,
Bien sûr, maintenant nous sommes encore en train de discuter. On va lever les options, mais nous sommes vraiment décidés à ce que les élections de cette fois-ci soient les élections vraiment transparentes et les élections rassurées. Voilà. Mais les combles, c'est du fait qu'aussi, chaque fois, on revient toujours dans les mêmes débats où on assiste à une floraison des réclamations. Pensez-vous que cette réalité ou cette situation va être endiguée au cours de cette loi sous examen? Moi, je pense que ça peut être endigué parce que déjà, on s'est dit, si je prends rien que la publication, par exemple, des résultats, cette fois-ci, nous voulons que les publications se fassent bureau par bureau et qu'on puisse remettre aussi les PV directement à chaque témoin. Donc, ça fait que, avant que quelqu'un ne vienne, il arrivait dans le passé que quelqu'un vienne réclamer dans la Cour constitutionnelle, qui vienne réclamer alors qu'il n'a pas tous les éléments qui peuvent consolider sa décision ou sa réclamation. Mais maintenant, avec moi je pourrais dire les garde-fous qu'on est en train de proposer, si effectivement nous nous mettons d'accord sur les différents garde-fous, c'est sûr que certaines personnes, avant d'aller réclamer, de dire seulement non, moi j'ai l'impression que moi on m'a beaucoup voté, ou j'ai l'impression que tel a volé les résultats, a volé ma place. Je crois que les gens, puisqu'ils auront déjà dès le départ, ils auront les PV pour chaque bureau et que le résultat de chaque bureau sera publié, moi je crois que ça diminuera quand même le nombre de réclamations. Mais en fait, cette problématique où on assiste, parce que les processus électoraux passés donnent lieu à beaucoup de critiques honorables. Mais maintenant, à cela s'ajoute également les dysfonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a également des irrégularités constatées lors de la publication des résultats. Il y a plusieurs problèmes qui se posent honorables. Pensez-vous réellement que tous ces problèmes plutôt, vont être lagués pour laisser la place à une bonne transparence et à une bonne gestion de la Commission électorale nationale? Je vous l'ai dit, nous travaillons sur les différents garde-fous, sur les propositions qui sont faites. Nous allons bien sûr trouver des consensus, nous allons lever des options, mais nous tenons à ce que ce soit différent, nous tenons à ce que les élections soient vraiment apaisées. Et avec les différentes propositions, comme tu viens de le dire, moi j'ai encore confiance, je sais que ça va être différent et on va vraiment élaguer beaucoup de réclamations parce que nous prenons des dispositions pour que ça soit plus rassurant justement. L'un de vos collègues, à l'occurrence l'honorable Daniel Safou, fustige le fait que, en dépit du dysfonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, il se pose également un problème de vrais résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante, notamment les cas Fayoulou et Félix Tshisekedi nous en duplissent. Est-ce que cette réalité va être prise en compte au niveau de la Commission? Oui, au fait, comme j'ai dit, les éléments que nous sommes en train de mettre dans la loi vont faire que les choses soient plus claires. Par exemple, pour ce qui concerne quand par exemple quelqu'un décide d'aller saisir la Cour constitutionnelle, je l'ai dit, la fois passée, on n'avait pas toujours les éléments. Quelqu'un pouvait partir sur base de ce qu'il a entendu, hein, de ce qu'ils ont dit, des rumeurs. On dit non, voilà, en tout cas, moi j'étais là, le témoin peut dire, moi j'ai vu beaucoup de gens, et je connais beaucoup de personnes qui étaient venues, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui vous avaient voté. Mais on n'a pas tous les éléments. Mais cette fois-ci, comme nous le disons, d'abord le fait qu'on va commencer à publier, si cette proposition est retenue, qu'on puisse publier bureau par bureau, ça fait que tous les jours, pas à pas, chaque candidat verra comment est-ce que cette situation est en train d'évoluer. Il sera capable, après 10 jours, après 20 jours, ou après je ne sais pas combien de temps, il sera capable de savoir où est-ce qu'il est vraiment rendu par rapport aux autres candidats qui ont été avec lui dans la circonscription. Là, c'est parce que nous, quand on reste, on n'a pas les colis, on ne fait pas le recomptage. Parce que nous sommes en train de penser cette fois-ci, nous disons, même si on décide que les élections soient électroniques, mais il va falloir que nous puissions aussi avoir le bulletin de vote. Et donc, en cas de réclamation, pour cette fois-ci, parmi les innovations qui sont encore en discussion, c'est qu'on devra faire le comptage manuel. Et donc, ça fait que cette fois-ci, pour que vous puissiez aller réclamer et qu'on puisse être dans la confusion, ça va être difficile parce que, comme je l'ai dit, déjà on publie bureau par bureau. S'il y a des protestations, on va faire le comptage manuel. Et puis, le fait qu'on pourra avoir, donc chaque jour, vous êtes en train de cumuler
les résultats qui sont donnés, que ce soit au niveau des bureaux, que ce soit au niveau des centres de compilation. Donc tout ça là, c'est chaque candidat qui sera en mesure de suivre sa situation régulièrement. Donc pour que nous puissions arriver dans une confusion où voilà, on voit que c'est elle qui a plus de voix et puis tel autre n'en a pas, ainsi de suite. Non, je crois que ça va être réglé déjà dès le départ si effectivement les options qui sont levées nous mettent tous d'accord et que c'est appliqué. Merci, honorable. Je vous signale qu'il y a plusieurs mots au moment où nous parlons. Il y a d'abord ceux du FCC qui fustige cette proposition de loi. Il y a l'AMOCA qui vient de faire une déclaration aujourd'hui pour dire que l'examen et son vote préparent les hold-up électoraux. Comment interprétez-vous ces problèmes? Non, c'est bon, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y aura pas de hold-up électoral parce que si nous nous mettons tous d'accord, c'est justement pour ça que il ne faut pas, comme nous disons tout le temps, la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est mieux que nous soyons tous ensemble, que nous puissions lever tous ensemble les options. Et nous allons tous ensemble les suivre pas à pas, comment est-ce que le processus va évoluer. Et donc comme ça, à la fin, personne ne pourra crier pour dire il y a eu hold-up. Donc tout simplement, moi je me dis, c'est vrai que les autres lois sont passées, on avait aussi pris certaines mesures, mais cette fois-ci c'est quand même différent. Et moi je suis sûr que si nous nous mettons d'accord sur les options, nous suivons pas à pas tous ensemble, il n'y aura pas d'hold-up. Honorable, dans cette loi, qu'est-ce que vous avez prévu en ce qui concerne le seuil de représentativité? Les seuils, en tout cas, de toute façon, le premier seuil d'abord qui est important pour nous là, les seuils pour que ce soit qu'on puisse accepter la liste. Et la proposition est encore à 60%, mais comme j'ai dit, tout est en discussion pour le moment. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, par exemple, c'est que nous avons commencé seulement les débats généraux. Nous allons continuer le débat général. Les options ne sont pas encore levées. Mais il y a plusieurs propositions. Il y a même des collègues qui proposent qu'on puisse aller à 80%. Il y a un collègue qui a proposé que ce soit à 50%. Et puis il y a aussi des collègues qui disent non, on n'a pas besoin d'avoir les seuils. Donc comme j'ai dit, tout est en discussion. Il faut attendre que les options soient levées. Quand les options seront levées au niveau du Parlement pour tout le monde, à ce moment-là, on saura exactement qu'est-ce qui sera retenu. Mais par rapport au système électoral instauré, est-ce que vous n'avez pas prévu quelque chose en ce qui concerne les élections provinciales, municipales et également sénatoriales? Parce qu'il se pose un problème où on trouve un seul député qui a au moins 2 sièges. D'abord, 2 sièges, là je fais allusion au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi et surtout au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cette problématique qui, du reste, suscite beaucoup d'encre et de salive? Bon, il y a aussi des propositions là-dessus dans les innovations. Et justement, on est en train de dire qu'on ne devait plus avoir un même candidat qui se représente comme ça dans les différents niveaux, oui, donc qu'une même personne ne puisse pas se présenter pour ces différents niveaux. Mais comme je suis en train de répéter, c'est encore en discussion. Parce que sinon, il y a des choses qui sont constitutionnelles et d'autres pas. Si la Constitution a laissé les gens libres, ce serait difficile qu'on puisse leur interdire de se présenter partout. Vous savez, quand on est dans un parti politique, les partis politiques cherchent absolument à maximiser le nombre de députés qu'ils peuvent avoir. Et donc, si une même personne, une personne qui a été jugée capable se présente au niveau national et se présente encore au niveau provincial, ça va faire que si cette personne la passe, la personne peut laisser donc ses suppléants. Et donc, ça, c'est aussi une manière de pouvoir maximiser le nombre de représentants de la population. Donc, comme je suis en train de répéter, nous sommes encore seulement dans les débats, nous sommes encore en discussion. Il y a des propositions qui ont été faites dans ce sens-là, mais ce n'est pas encore passé parce qu'on n'a pas encore relevé les options. Puisqu'on est encore dans les débats, il y a également un problème qui en entraîne aussi d'autres problèmes, s'agissant aussi des élections sénatoriales au second degré. Là encore, je vous dis, honorable, il y a une corruption vraiment déplorable, où on assiste à une floraison des députés provinciaux qui doivent nécessairement élire un seul sénateur. Et qu'est-ce que vous proposez en fait pour que les élections sénatoriales puissent quitter le second degré, afin qu'on puisse ne serait-ce opter pour que le peuple eux-mêmes au premier degré puisse élire leur sénateur? Non, je crois que jusque-là, ça reste toujours au second degré. Les propositions qui ont été faites plutôt dans les innovations, c'était plutôt que ça soit parrainé.
Mais comme ce n'est pas constitutionnel non plus, de toute façon, nous sommes encore dans les discussions, je répète, au moins cette innovation a été proposée, mais comme on n'a pas encore terminé les discussions, je ne peux donc rien dire pour le moment. Mais honorable, en fait, même si vous êtes dans des discussions, cela ne vous exempte pas à, ne serait-ce qu'à nous donner un certain nombre d'éléments qui peuvent nous éclaircir pour éclairer la lanterne de la population, par rapport également aussi en ce qui concerne les élections provinciales, où il y a des députés nationaux qui doivent notamment aller élire au même titre que les députés nationaux. Là, je fais allusion aux députés provinciaux. Parce qu'on ne pouvait pas chercher un autre moyen pour élire les députés nationaux et changer d'autres manières de voter en ce qui concerne les élections provinciales. Dans les propositions qui sont faites là, pour le moment, de toute façon, il y a les élections nationales, disons pour les députés nationaux, il y a les élections bien sûr pour les députés provinciaux, et puis il y a les gouverneurs et les sénateurs qui sont au second degré. Comme j'ai dit, la grande innovation qui était proposée était que pour les gouverneurs et pour les sénateurs, que pour cette élection justement au second degré, que les députés provinciaux puissent déjà parrainer les candidats gouverneurs qu'eux choisissent. Mais là aussi, nous savons que c'est dans la Constitution, ce n'est pas ce qui était prévu. Et aussi, nous pensons que ça risque de violer les secrets des urnes. Parce que si déjà dès le départ, on sait que c'est celui-ci qui va élire, ou il soutient tel autre. Donc il n'y a plus de secret. Alors que dans les urnes, quand on y va, c'est vraiment secret. Chacun choisit ce qu'il peut. Et on s'est dit ça. On s'est dit, au fait, si on avait pensé à ça, c'est parce que les collègues ont pensé, ou nous avons pensé, qu'il faudrait qu'on puisse plus tomber dans les situations de corruption comme par le passé. Mais malheureusement, rien n'est garanti aussi qu'aujourd'hui, si on parrainait les gouverneurs, il n'y aurait pas corruption. Parce que là, les gouverneurs, ils savent déjà qu'il y a tel qui sont avec moi et grâce à eux, je peux passer. Eh bien, il peut toujours chercher aussi à corrompre ou en tout cas, dès le départ, déjà d'être bloqué de se soumettre à ces gens-là. Et donc, nous disons, c'est pas non plus rassurant. Mais comme nous sommes encore en discussion, on verra. Un fait ordinaire s'impose, honorable. Cette proposition de loi est présentée par un député de l'Union sacrée, qui est l'honorable Delis Sangha. Pensez-vous que toutes les revendications de l'opposition seront prises en compte au cours de son examen au niveau de la commission? Bon, le groupe qui a travaillé, c'est le groupe des 13. Il y a bien sûr l'honorable Sangha, mais il y a aussi d'autres honorables qui ont été avec lui dans le groupe. Nous avons l'honorable Jean-Jacques Mamba, il y a l'honorable Njoli, il y a aussi d'autres qui sont là. Il y a aussi fait le Kondo. Et donc, tous ces honorables-là, quand on a travaillé, on n'avait pas vraiment tenu compte du fait que non, c'est par rapport à l'opposition. On a juste décidé de s'asseoir, de réfléchir et de sortir cette proposition. Maintenant, est-ce qu'on va tenir compte de toutes les propositions, de toutes les observations de l'opposition? Mais les observations, justement, que ce soit de l'opposition ou même de l'Union sacrée ou des gens qui ne sont pas inscrits ou de ceux que je pourrais dire les indépendants, quelle que soit l'origine d'une observation, eh bien, elle va être examinée, tout simplement. Donc, aujourd'hui, nous venons d'avoir les débats général, mais dans ces débats généraux, les gens qui ont pris la parole, il y avait autant les membres de l'opposition que les membres de l'Union sacrée. Donc, je crois que c'est pas à la tête du client. C'est vraiment, ça va être débattu. C'est vrai qu'on va aller travailler aussi dans la commission. La commission n'est pas constituée que de l'Union sacrée. Dans la commission, il y a aussi l'opposition. Donc, vraiment, on essaie de rester le plus objectif possible, de voir dans les débats ce qui est tenable, ce qui est légal, ce qui est légitime. Donc, on tient compte de tout cela, tout simplement, indépendamment de l'origine, en tout cas de la personne qui fait l'observation. Honorable, dites-nous, les projets de loi sous examen comportent combien d'articles? Ah, mon Dieu, je n'ai pas les chiffres en tête. Je ne sais pas les chiffres de ces articles. Parce que comme nous travaillons plutôt en suivant les différentes innovations, donc nous travaillons selon les thématiques. Donc il y a des thématiques qui peuvent avoir 5 articles. Moi, comme je vous ai dit, nous avons donc 18
innovation. Donc, chaque innovation a ce nombre d'articles parce que c'est pas que nous avons pris la loi électorale article par article pour aller avec ça jusqu'au bout. La loi qui existe, qui est là, on a choisi, donc il y a des endroits où nous pensons qu'il faut qu'on puisse réformer dans cet endroit ici. Il faudrait que nous puissions toucher cet article ici pour qu'on puisse introduire l'innovation. Donc c'est pas qu'on a pris les différents articles qui sont là, plus de 200. On n'a pas travaillé sur les 200 articles. En tout cas, c'est plus de 200. Honorable, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, en conclusion, qu'est-ce que l'opinion peut attendre de cette proposition de loi importante pour la vie de la nation? Je pourrais dire, notre opinion est que la population nous fasse confiance. Nous avons vu les failles des élections de 2006, les failles des élections de 2011 et les failles des élections de 2018. Nous avons tiré les leçons de toutes ces failles. Nous avons tiré les leçons des réclamations, de la manière de réclamer, de la manière de publier, de tout ce qui s'est passé. Et donc maintenant, nous avons considéré tout ce qui est passé pour avoir de nouvelles pratiques, pour avoir des innovations, pour que cette fois-ci, vraiment, comme j'ai dit, que ce soit des élections apaisées, des élections transparentes et démocratiques. Très bien, c'est par ce credo de l'honorable Maïndo Elombote Victoire, la grâce scolastique, que nous mettons un terme à cette grande émission synopsis de la rédaction des Canal Congo Télévision. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.